Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. Bienvenue dans la saison 3 de Phase S avec notre émission numéro 15 et notre invité Martial Kieffer. Nous revenons sur une série de science-fiction cultissime et l'une des premières de ce genre en France, la 4e dimension, alias The Twilight Zone en version originale. The Twilight Zone est une série créée par Rod Serling et diffusée de 1959 à 1964 sur CBS. Elle s'étale sur 5 saisons en noir et blanc pour la série originale. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur ses origines. Alors, la 4e dimension, d'où le titre de Twilight Zone en version originale, est une série d'anthologie, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, une histoire différente, des personnages différents et donc des acteurs différents. Une série en 156 épisodes, entièrement tournée en noir et blanc, et donc s'étalant sur 5 saisons, diffusée à partir du 2 octobre 1959 jusqu'au 19 juin 1964. Une série abordant divers genres, la science-fiction, le fantastique, le thriller psychologique. Les épisodes se terminent souvent avec une tournure macabre ou inattendue, et généralement avec une morale. La 4e dimension a suivi la tradition des séries d'anthologie, telles que Tales of Tomorrow, diffusées sur ABC entre 1951 et 1953, et qui proposait une anthologie d'histoires courtes mêlant le bizarre, le surnaturel au fantastique. Autre série inédite dans les pays francophones, la série d'anthologie One Step Beyond. Diffusée entre 1959 et 1961, elle proposait également des histoires courtes basées sur le fantastique, le surnaturel. La particularité de cette série, c'est qu'elle était présentée par son réalisateur, John Newland, un acteur de l'époque qui était assez connu. On pourrait penser que la 4e dimension est la série pionnière dans le genre bizarre fantastique qu'elle décrit, mais il n'en est rien. Quelques séries avant elle existaient. Commençons d'abord par Alfred Hitchcock présente, diffusée de 1955 à 1960 sur CBS, dont la 4e dimension prendra d'ailleurs le créneau horaire à sa diffusion aux États-Unis. Et 2 autres séries inédites en France, Tales of Tomorrow, une série en 2 saisons diffusée de 1951 à 1953 sur ABC, et enfin One Step Beyond qui s'étale sur 3 saisons et fut diffusée de 1959 à 1961 sur ABC également, et dont la majorité des acteurs de cette dernière se retrouveront dans la 4e dimension. Néanmoins, aucune de ces 3 séries n'avait l'originalité ni la créativité que possède The Twilight Zone. Mais revenons au créateur de la série La 4e dimension, de Twilight Zone. Pour Rod Serling, tout a commencé en 1950. Il rencontre Blanche Gaines, un agent artistique new-yorkaise, qui va lui donner sa chance, qui va lui donner 1 an pour vendre un de ses scénarios, un de ses nombreux scénarios. Heureusement, cela va arriver. Et à partir de là, Rod Serling va gagner en confiance. Suite à cette vente de scénario, grâce à son agent Blanche Gaines, eh bien, Rod Serling, tout confiant, va arriver à New York en 1954 et va pouvoir travailler pour la télévision. À l'époque, il y a Kraft Television Theater qui diffuse des émissions comme cela se faisait beaucoup à l'époque, des émissions dramatiques en direct. Rod Serling va pouvoir placer un de ses scénarios qui va être Patterns en 1955. À partir de là, le succès va arriver du jour au lendemain. Effectivement, Patterns va plaire énormément et au public et aux critiques. Et donc, en 1956, cette fiction, ce drame, va être récompensé par son premier Emmy Awards. Je dis bien premier parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Rod Serling va avoir une très bonne carrière télévisuelle, à tel point que, eh bien, on en parle encore aujourd'hui. Pour Patterns, qui était une histoire de pouvoir et d'ambition, Rod Serling va changer complètement son fusil d'épaule, on va dire. Il va s'attaquer plus à un drame, avec Requiem pour un champion,
qui va être proposé en 1956 dans l'émission Playhouse 90, toujours ce type d'émission diffusée en direct. Et ça va raconter l'histoire d'un boxeur au bout du rouleau, interprété par Jack Palance. Excellent acteur, à tel point que ce Requiem pour un champion va être une fantastique bouffée d'oxygène pour Rod Serling, et surtout une excellente critique et le plus gros succès d'ailleurs télévisuel de 1956. Grâce à Requiem pour un champion, Rod Serling va gagner son 2e Emmy Awards en 1957, et ça ne sera pas fini. Toujours pour cette émission Playhouse 90, Rod Serling va écrire The Comedian. The Comedian en 1958 va remporter aussi un très vif succès, et en 1959, son 3e Emmy Awards arrive grâce à ce scénario. Los Angeles 1959, avec 3 Emmy Awards, Rod Serling est extrêmement confiant et va pouvoir commencer véritablement la carrière qui va le rendre immortel, et sa série, la série qui va le rendre immortel, la 4e dimension. Pour parler de la 4e dimension, il faut revenir 2 ans auparavant, en 1957, où Rod Serling retrouve un script qu'il avait écrit au temps où il était étudiant, un script qu'il va retravailler pour le proposer à CBS. CBS n'est pas intéressé, va le mettre de côté, mais par contre Rod Serling va commencer son combat justement pour pouvoir le proposer à une chaîne. Ce scénario va s'appeler The Twilight Zone de Time Element. CBS le refuse, et le producteur de Playhouse 90 va lui acheter, et cette série va pouvoir, en novembre 1958, cet épisode qui à l'origine devait être le pilote de la série qu'on connaît, la 4e dimension, va donc être diffusé pratiquement 1 an avant la série sur laquelle on va s'attarder. Et donc The Twilight Zone de Time Element raconte l'histoire d'un homme qui se réveille un beau matin et qui est persuadé d'avoir voyagé dans le temps, et se rendant compte qu'il est à l'époque de la guerre, du début de la guerre contre le Japon, va vouloir prévenir avant tout les autorités de l'attaque imminente de Pearl Harbor. Cet épisode, The Time Element, sera le déclencheur de la création de la série La 4e dimension. Rod Serling, qui fait alors partie du Southern California Writer Group, un club où tous les plus grands noms de la SF de l'époque sont présents, Ray Bradbury, Richard Matheson, Richard Bloch, Charles Beaumont, William F. Nolan, George Keaton Johnson, etc., décide de mettre en place un trio qui seront les piliers de la série. Outre lui-même, dans le contrat avec CBS prévoit qu'il doit écrire 80% des scénarios, Serling fait appel à 2 très bons amis du Southern California Writer Group pour l'épauler, Richard Matheson et Charles Beaumont, qui seront les auteurs de la majorité des scénarios avec Serling. Pour la production, Serling aura la chance de tomber sur un producteur missionné par CBS pour l'aider au maximum dans le développement de sa nouvelle série, Buck Houghton, dont il ne faut pas sous-estimer l'apport à la série. Houghton commence alors par dire à Serling ses sérieux doutes sur le succès de son pilote qu'il trouve trop long. Entre autres choses, les 2 hommes d'un commun accord réduisent celui-ci à 30 minutes, ce sera Where is Everybody, en français Solitude. Le pilote est un succès et grâce à l'apport de Houghton, la série est validée par CBS. Pendant les 3 premières saisons de la série, Buck Houghton va faire un travail de forçat pour que la série soit pérenne. C'est lui qui validera les lieux de tournage, trouvera le matériel, embauchera les bons acteurs et dirigera chaque épisode. C'est lui qui résoudra les conflits entre les acteurs et l'équipe technique, qui supervisera le montage, fera en sorte que tout le monde soit payé et que les coûts de production soient dans les temps et le budget fixé par la production. Il fit aussi en sorte que tout fonctionne bien sur les plateaux et de manière efficace, et ceci sur plusieurs épisodes simultanément. Ainsi, ce fut son idée de tourner dans les hangars studios de la MGM, car il connaissait leur vaste département d'accessoires. Au fil des épisodes, Serling sera également aidé par d'autres scénaristes qui viendront au gré des épisodes sur la série. Par exemple, comme George Keaton Johnson, le co-auteur du premier roman de l'Âge de Cristal. Ainsi armé, la première saison de la 4e dimension débute, entièrement filmée sur pellicule en noir et blanc.
vu l'accueil chaleureux réservé par le public, on décide tout de suite d'enchaîner et de créer une série à partir de là, qui va s'appeler The Twilight Zone, la 4e dimension, alors qu'on pourrait traduire par la zone crépusculaire, en littéralement parlant. Mais il faut avouer que cette traduction est mauvaise parce qu'on sait depuis Einstein que la 4e dimension correspond plutôt au temps. Et d'ailleurs, Rod Serling, dès le début, dans sa narration, dit « the fifth element », c'est-à-dire la 5e dimension. Alors à quoi pourrait correspondre cette 5e dimension? En fait, on le sait bien, quelque part, il le dit, à celle de l'imagination, et surtout à tous ses travers, et qu'il va exploiter dans les épisodes par la suite. Rod Serling donc va pouvoir, à travers, et on va le voir à travers cette série, dénoncer ce qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire tous les travers de l'humanité, hein, l'égoïsme, le narcissisme, la paranoïa, et c'est ainsi en fait qu'il va fonder pratiquement tous les scénarios qu'il va écrire. Précisons que cette série, comme je le disais tout à l'heure, de 156 épisodes, va être pour les 92, en tout cas pour 92 épisodes de la série, va être écrit par Rod Serling. Donc un travail titanesque qui va, et on en reparlera, qui va l'user totalement. Va venir donc l'écriture du premier épisode. Ce premier épisode, Rod Serling en a eu l'idée quand il a parcouru un studio vide un jour, voyant qu'il était désolé, ce studio, il avait un sentiment un petit peu mal à l'aise, d'être mal à l'aise, et donc à partir de là il va écrire un scénario qui deviendra donc le véritable pilote de la série, qui s'appelle Where is Everybody, et c'est-à-dire où est tout le monde, où est que voilà. Et donc ce premier épisode va être diffusé, comme je disais, donc le 2 octobre 1959, et interprété par Earl Holliman, toujours vivant, puisqu'aujourd'hui il a 90 ans. Pour la petite histoire, c'était le cuistot du film Planète Interdite. On parlera d'ailleurs un petit peu de l'autre vedette du film, c'est-à-dire et surtout Robbie le robot. Et donc cet épisode, voulant satisfaire les sponsors, General Foods en particulier, va être gentil, on va dire, va être raisonnable au niveau de la science-fiction. Ça va plus parler de la psychologie humaine, puisque le héros va se retrouver totalement seul au milieu de nulle part, ou plus particulièrement d'une ville qui semble habitée avec des signes de vie apparents, un jukebox qui fonctionne, un téléphone qui sonne, une bouillotte qui est sur le feu. Et ce moment angoissant, en fait, bien Rod Serling en a eu l'idée aussi en feuilletant un magazine sur l'entraînement des cosmonautes, car en fait il va s'apercevoir on va s'apercevoir petit à petit, à la fin de l'épisode, sans spoiler, qu'il s'agissait quand même avant tout d'un entraînement pour voir si une personne, et d'ailleurs on en parle encore aujourd'hui pour le voyage sur Mars, si une personne est capable de rester seule pendant un certain temps, un temps même très long. Pour ce premier épisode, doté d'un budget de 75 000 $, Rod Serling va pouvoir, l'épisode va pouvoir être tourné dans un décor assez grand, hein, une petite ville carrément, bien évidemment sans âme qui vive, puisque c'était le but. Malheureusement, ce budget va petit à petit être surveillé à la loupe par les dirigeants de CBS et par les sponsors, car Rod Serling va commencer petit à petit à s'apercevoir de la pression que ces deux sponsors, enfin que les sponsors et que les dirigeants de CBS vont exercer sur lui. Il va être sous pression. Il aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Rod Serling, en fait, ne tapait pas ses scripts à la machine à écrire. Il avait commencé, mais il avait un flow tellement important, des idées tellement qui foisonnaient dans son esprit, qu'en fait, il enregistrait ses scénarios. Et sa secrétaire, après, retapait tout ça et lui redonnait les scénarios une fois corrigés. Rod Serling, donc, a été très prolixe. Je le disais, 92 scénarios sur les 156 écrits. Ce qui veut dire qu'il a fait appel, bien sûr, à d'autres scénaristes, et non des moindres, puisqu'il y a même M. Ray Bradbury, qui est mort il y a quelques années, qui a participé à l'élaboration d'un épisode qui s'appelle La Fée électrique.
Mais il y a eu aussi Richard Matheson pour de nombreux épisodes. Il y a eu aussi George Clayton Johnson, connu pour avoir été le co-auteur de L'Âge de Cristal. Les épisodes de la 4e dimension avaient pour habitude de passer le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, ce qui voulait dire que chaque épisode devait être écrit, répété, tourné et monté en une semaine. Ce qui veut dire aussi que Rod Serling n'avait souvent que 3 jours pour écrire ses scénarios, d'où la pression dont je parlais précédemment. Une pression énorme qui s'exerçait sur lui, donc il était amené à travailler 18 heures d'affilée, souvent la nuit, les nuits qu'il rattrapait d'ailleurs la journée, son sommeil qu'il rattrapait donc en dormant la journée à des fois. Donc le tournage en fait se passait très bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les acteurs se connaissaient. À l'époque, il y avait 2 jours de répétition et ensuite 3 jours de tournage. Donc du coup, les acteurs avaient le temps de se connaître. Et d'ailleurs, on voit bien, ils ont un jeu naturel, pas comme celui que j'ai actuellement. et donc tout se passait très bien. Et les acteurs d'ailleurs, on va en venir, puisque quand on parle de 4e dimension, on pense à certains noms d'acteurs, et des grands noms d'ailleurs. Quant aux acteurs, pour beaucoup passionnés par cette série, certains acceptaient un cachet au rabais, ce qui arrangeait d'ailleurs la production. Les acteurs justement, puisque c'est sous forme d'anthologie, à chaque histoire, des personnages différents, comme je disais, des acteurs différents. Et donc il fallait de nombreux acteurs pour jouer ces 156 épisodes. Alors parmi les plus connus, déjà connus à l'époque d'ailleurs, il y avait par exemple le père de David Carradine, John Carradine, il y avait Agnès Morehead, il y avait aussi, d'ailleurs on en parlera pour un épisode, Buster Keaton qui est apparu. Et puis il y avait des débutants à l'époque qui allaient être très connus, comme Robert Redford, que l'on voit là-bas pour un épisode Nothing in the Dark. Rien à craindre en français donc l'épisode. Cet épisode d'ailleurs qui joue avec Gladys Cooper, une actrice qui était déjà très connue et qui jouera dans un autre épisode encore. Il y a eu alors Burgess Meredith, alors ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle de l'entraîneur de Rocky, oui là ça parle déjà beaucoup plus. Burgess Meredith qui jouera d'ailleurs dans 4 épisodes différents dans cette série originale. Il y a eu aussi un acteur qui est mort il y a peu de temps, Burt Reynolds, qui jouera aussi dans un épisode, le dernier épisode de la 4e saison, qui s'appelle The Bard, c'est-à-dire le barde en fait. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce scénario ne va vraiment pas plaire, mais du tout aux sponsors et aux dirigeants de CBS, car en fin de compte, dans le scénario écrit par Rod Serling, un écrivain célèbre, puisque en fait il s'agira de William Shakespeare, va venir en aide à un scénariste interprété par Burt Reynolds, et qui en est autre que Rod Serling. Pourquoi ça ne va pas plaire? Parce que justement Rod Serling voulait montrer aux dirigeants qu'il peinait quand même à créer des scénarios, des histoires originales, toujours différentes, parce qu'il était sous pression à cause de ses sponsors et de ses dirigeants. Donc faisant appel à William Shakespeare, ce n'était pas très bon pour l'image de la série, car on voyait un scénariste à court d'idées, et là Rod Serling a eu quelques petits ennuis. Alors comme autre acteur qui allait être connu par la suite, il y a eu William Shatner, que l'on voit dans 2 épisodes. Alors il y a ici un épisode qui est très connu de la saison 5 qui s'appelle Cauchemar à 20 000 pieds. Mais il avait joué aussi un autre épisode dans la saison 2 qui s'appelle Prédiction. Excellent scénario également. Entre autres, comme acteur, il y a eu aussi Martin Landau, que l'on connaît surtout pour avoir interprété Rollin Hand dans Mission Impossible.
Martin Landau qui va jouer aussi dans 2 épisodes et qui jouera bien évidemment dans la série Cosmos 1999. Comme autre acteur qui aura une belle carrière télévisuelle, il y a eu, et même au cinéma, il y a eu Telly Savalas. Telly Savalas dans Poupée vivante, où l'on voit d'ailleurs celle-ci, Tina en fait, la poupée, donc en Bubblehead, comme vous le voyez. Il y a eu aussi, alors je parlais de William Shatner pour cet épisode, donc Cauchemar à 20 000 pieds, où il voit sur un avion un monstre, une créature effrayante, car elle est en train de détruire le moteur de l'avion. Mais je ne veux pas spoiler, il ne s'agit pas de trop dire trop sur les épisodes, parce que en fin de compte, l'intérêt de ces épisodes aussi, et d'ailleurs c'était un petit peu la magie d'Hitchcock à l'époque, c'est-à-dire de créer une fin inattendue, tragique, pour surprendre le spectateur, le téléspectateur. La saison 1 de la 4e dimension n'est pas un succès phénoménal en termes d'audience et n'a même pas le score espéré par la CBS. Mais l'accueil critique de celle-ci est très bonne et Rod Serling décroche même un nouveau Emmy Award pour ses scénarios et même un prix Hugo. Alors CBS continue d'investir dans ce programme qui est bon pour son image. Néanmoins, fini le budget faramineux de la première saison, il va falloir faire des économies et la chaîne fait financer le programme par un sponsor. Heureusement, grâce au succès critique de cette première saison, les acteurs de l'époque commencent à vouloir apparaître dans le programme pour une bouchée de pain, ce qui est juste une aubaine pour Rod Serling. Pour la saison 2, ce sont General Food et Colgate-Palmolive qui sponsorisent la série. Elle doit également faire face à un changement de dirigeant chez CBS. Le nouveau président de la chaîne, James Aubrey, est excédé par le coût du programme pour une durée de seulement une demi-heure. De plus, la série n'est pas très facile à intégrer dans son projet de programmes familiaux et grand public qui connaîtront une fulgurante réussite dans les années 60. Outre les restrictions budgétaires drastiques de la série avec lesquelles Serling va devoir jongler jusqu'à la fin de celle-ci, une autre décision dramatique pour la série va être prise. Non seulement on fera moins d'épisodes par saison, mais certains de ceux-ci seront tournés en vidéo et non plus sur pellicule. La saison 2, malgré son audience encore assez mauvaise, est accueillie de façon dithyrambique par les critiques. Serling remporte encore un Emmy Award et un autre prix Hugo. C'est d'ailleurs pour les critiques la meilleure saison et la série atteint son apogée avec elle. Sur la saison 3, Serling commence à s'épuiser moralement et physiquement. Il est showrunner et écrit toujours plus de la moitié des scripts. L'inspiration commence à manquer et sa motivation décline. Outre cela, American Tobacco remplace General Food dans les sponsors et le nouveau venu exige que Serling fasse la promo de leurs cigarettes à l'issue des épisodes, ce qui fait encore décliner la motivation de Serling. On peut d'ailleurs s'apercevoir que certains scénarios de la saison 3 sont des redites des précédentes. Heureusement, Beaumont et Matheson sortent encore quelques perles et l'adaptation d'autres auteurs par Serling sauve la mise. Ce Twilight Zone reçoit encore une avalanche de récompenses. Néanmoins, on décide de mettre la série en suspens à la fin de cette saison 3 à cause de la difficulté de trouver des sponsors. Un an s'écoule et CBS décide de relancer la série en 1962. Mais Serling n'a pratiquement plus de pouvoir décisionnel sur sa série, même s'il en reste à la tête. La chaîne met donc en place une de ses vieilles revendications et fait passer les épisodes de une demi-heure à 1 heure. Buck Houghton, le producteur, est expulsé de la série, ce qui va pénaliser considérablement la reprise du show. Heureusement, le trio Serling, Beaumont et Matheson reste en place. On diminue encore le nombre d'épisodes à 18 cette fois-ci, et malheureusement la prédiction de Serling se réalise. Le nouveau format enlève sa spécificité à la série qui peine déjà à se renouveler. Néanmoins, 2 nouvelles nominations aux Emmy Awards et un prix Hugo arrivent encore. Et même si la 4e dimension est toujours le meilleur programme fantastique de 100 ans, elle est clairement au bout de son concept. La saison 5 et ultime saison arrive et reprend un format court. Hélas, Serling n'arrive plus à se renouveler. À côté de cela, tombé gravement malade, Charles Beaumont a dû quitter la série et ne fournit plus de scénario. CBS décide d'annuler la série à la grande colère de Serling, malgré une audience assez bonne et ne justifiant pas plus que ça son arrêt. ABC saute sur l'occasion et propose à Serling de prendre la tête d'un de leurs nouveaux programmes du même genre. Mais Serling n'arrive pas à s'accorder avec ABC et la 4e dimension s'arrête là. De février à septembre 65, les téléspectateurs français vont découvrir cette série. Il n'y aura que 12 épisodes de diffusés et surtout ces épisodes vont être amputés de l'introduction et du final dit par Rod Serling. Alors certains vont trouver ces épisodes
vraiment géniaux, hein, et d'autres vont crier au scandale. Du coup, la diffusion va s'arrêter et il faudra attendre, on en parlera après, pas mal d'années pour redécouvrir cette série intégralement, c'est-à-dire avec la narration et la présentation donc, de Rod Serling sur les chaînes françaises. Il faudra attendre 1984 pour redécouvrir en France cette série en remplacement des épisodes du Prisonnier dans l'émission Temps X. Les doublages de l'époque avaient été perdus, donc on a pour l'occasion refait des doublages en français. Cette série va vraiment prendre racine à partir de là en France et de nombreuses diffusions, rediffusions vont avoir lieu tout au long des années 80-90 sur les chaînes françaises. Temps X vient de s'arrêter et a diffusé un peu plus de 100 épisodes au total. TF1 achète le reste des épisodes disponibles, mais laisse les 18 épisodes de 50 minutes de la saison 4 de côté, ce qui fait que celle-ci restera inédite en France pendant un bon moment. La Une est à vous reprend la diffusion de 1987 à 1991. Une rediffusion de quelques épisodes en version originale sous-titrée le seront ensuite sur France 3 dans l'émission Continental d'Alex Taylor. Ce sera ensuite en 1999 que la chaîne Série Club diffuse les 17 épisodes de la saison 4 en version originale sous-titrée. La série sera aussi rediffusée en 2012 et en 2013 sur CinéFX, etc. Pour les épisodes doublés, le doublage de qualité est assuré par Guy Chapelier pour la voix de Rod Serling, et pour les acteurs de la série, on retrouvera entre autres Daniel Gall, Serge Sauvian, Francis Lax, Jacques Thébault, Catherine Lafont, etc. En 1983, sortira un film, La quatrième dimension, le film, réalisé en partie par Steven Spielberg, John Landis. Ce film va se diviser en 4 parties réalisées donc par 4 réalisateurs différents. Alors ce film connut un accueil assez mitigé, déjà parce qu'il ne va pas bouleverser et être très original, et surtout parce qu'il va marquer les esprits suite à un accident. Lors de la première partie du film, John Landis, le réalisateur, va être aux commandes de cet épisode, et lors du tournage de la première partie du film, un accident tragique va arriver. En fait, lors d'une scène, un hélicoptère, une scène en studio, un hélicoptère va heurter un obstacle et va heurter un objet, et donc l'hélicoptère va malheureusement s'écraser sur l'acteur principal ainsi que 2 enfants, et ce drame va causer donc 3 morts. L'histoire va se savoir et ça va entacher ce film. D'ailleurs, le réalisateur John Landis aura quelques soucis puisque les 2 enfants avaient été employés illégalement. Mais bon, l'affaire va être classée sans suite, mais ça entachera pour de longues années ce film. Le film étant un hommage à la série créée par Rod Serling pour fêter les 25 ans de celle-ci. Film à sketch, ceux-ci sont des remakes d'épisodes de la série originale. Ainsi seront repris La grandeur du pardon, Jeu d'enfant, C'est une belle vie et Cauchemar à 20 000 pieds. On retrouvera en vedette Dean Aykroyd, Kevin McCarthy, Vic Morrow. Ce dernier fut l'un des acteurs tués dans l'accident avec l'hélicoptère. Burgess Meredith et Rod Serling, qui ne sont pas crédités, feront les narrateurs dans la version originale. Faisant suite véritablement à la série originale, la 5e dimension va naître et sera diffusée entre 85 et 87 sur CBS, et par la suite sur la 5. Et d'ailleurs en 86, la 5 va profiter de cette occasion, puisque la 5e dimension sur la 5, c'était du pain béni. Pour cette renaissance de la série originale, la 5e dimension, les épisodes seront tournés cette fois-ci bien sûr en couleur et reprendront des scénarios de la série originale. Décriée par beaucoup de fans, car étant d'après eux très loin de la série originale, la série de 1985 est loin d'être si mauvaise que ça et constitue une bonne continuité de la série originale. En effet,
La 5e dimension possède une ambiance assez particulière, tout comme en possédait la série originale. De plus, pas mal d'épisodes sont des petits bijoux comme par exemple Gardien de l'univers, Le mal génétique, Rêve machine, Jeu de mots, Un pacte avec le diable, Les coulisses du temps ou encore L'hologramme de l'amour et bien d'autres. Enfin, des vedettes en devenir comme Bruce Willis ou des plus aguerris comme Danny Kaye feront leur apparition dans la série. On peut également noter la présence de Jenny Agutter ou encore Adrienne Barbeau, Donald Moffat, Morgan Freeman, Martin Landau, etc. Nous ne pouvons que vous encourager à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Vient ensuite la 13e dimension, qui va être diffusée sur 13e rue en France, et qui va avoir comme narrateur l'acteur Forest Whitaker, qui prendra donc le rôle de Rod Serling, qui malheureusement déjà à l'époque était mort depuis longtemps. La 13e rue va profiter de cette série qui s'appelle la 13e dimension pour pouvoir la diffuser. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour la 5 avec la 5e dimension. Alors qu'aux États-Unis, ça restera The Twilight Zone. La 13e dimension sera donc diffusée aux États-Unis entre 2002 et 2003 sur le réseau UPN. Pour la musique de la série originale, la 4e dimension, un grand nom de la musique de film va composer le générique de la première saison. Donc, il s'agit de Bernard Herrmann qui collaborera de nombreuses fois et qui déjà avait collaboré avec Alfred Hitchcock. À partir des derniers épisodes de la première saison, le générique va être un petit peu modifié, toujours sur le thème de celui de Bernard Herrmann. Puis vient ensuite, à partir de la saison 2, le compositeur français Marius Constant, avec le générique que l'on a le plus connu, en fin de compte, de la série. Pour la musique que l'on peut entendre dans beaucoup d'épisodes, d'autres compositeurs vont intervenir, et non des moindres, puisqu'il s'agira entre autres de Jerry Goldsmith, connu pour de nombreuses musiques de films, et d'ailleurs les fans de Star Trek le savent très bien. Toujours sur Jerry Goldsmith, il participera aussi à la musique du film La 4e dimension en 1983. Il vous est bien entendu possible de retrouver les bandes originales des différentes séries et du film de la 4e dimension en CD audio ou en vinyle à votre convenance. Je le disais, cette série a eu beaucoup d'influence, et bien évidemment surtout aux États-Unis, à tel point qu'on a créé des figurines de diverses sortes. Et chez Big Bang Po, eh bien on a créé ces figurines Bubblehead, puisque, comme vous le voyez, donc, les têtes bougent et ça représente, vous avez certainement reconnu des personnages clés de différents épisodes. Alors certains pourront dire, mais tiens, il y a une erreur, pourquoi il y a Robbie le robot qui vient de Planète Interdite à propos de la 4e dimension? En fait, Robbie apparaît avec une tête un peu transformée pour mieux coller au scénario. Robbie apparaît dans un épisode effectivement de la 4e dimension qui s'appelle Oncle Simon, où voilà, il est la réincarnation d'un oncle qui a été tué par sa nièce. C'est toujours plaisant. Et en tout cas, qui représente donc, alors comme je le disais, des personnages qu'on retrouve là, par exemple, vous avez Comment servir l'homme, on voit la tête donc du Canaanite là derrière, là, interprété par l'excellent Richard Kiel, qui fera après Requin dans les James Bond avec Roger Moore. Il y a ici un Bubblehead qui représente donc, en fait en tout petit, l'acteur Cliff Robertson et sa marionnette qui a pris le pouvoir. Voilà, dans l'épisode La marionnette justement. L'épisode avec William Shatner, l'épisode de la saison 5, le deuxième épisode que William Shatner tournera, qui s'appelle donc Cauchemar à 20 000 pieds, où il croit voir, il ne sait plus trop, un monstre s'attaquant au moteur de l'avion. Il y a avec l'épisode Les Envahisseurs,
interprété par Agnès Moréed. Un épisode d'ailleurs un peu particulier puisque c'est le seul pratiquement épisode où il n'y a pas de dialogue. Les dialogues apparaissent aux dernières secondes et donc c'est un épisode muet. Et en parlant de muet d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, il y a un acteur du muet qui apparaîtra aussi dans un épisode, pour vous dire, Buster Keaton, qui bien sûr à l'époque était déjà âgé, dans un épisode qui s'appelle Il était une fois. Pour revenir donc au Bubblehead, donc, nous avons ici l'envahisseur, et on s'apercevra après, sans spoiler, qu'ils ne sont pas si envahisseurs que ça, en tout cas si méchants que ça. Et ensuite, nous avons cette fameuse Tolkitina, donc la poupée. Voilà. Thank you. Donc une poupée Bubblehead, poupée parlante, qui met en valeur Telly Savalas, puisque après on lui connaît aussi, on connaît la carrière qu'il a eue. Il fera un méchant dans James Bond, il fera aussi bien sûr Kojak. Pour illustrer donc cette série, la 4e dimension, j'ai eu la chance de me procurer auprès de Thierry, que je remercie d'ailleurs, ces Bubblehead, ces figurines donc, pour illustrer donc, certains épisodes de la 4e dimension. Et un petit clin d'œil aussi à Stéphane, qui se reconnaîtra pour toutes les affiches que j'ai reçues dernièrement. Outre ces produits montrés, vous pourrez trouver pléthore d'autres jouets que nous ne pouvons tous vous présenter. Néanmoins, sachez que vous pourrez trouver des figurines et action figures des personnages de la série, des t-shirts, des mugs, des comics, des livres, etc. Bonne recherche dans les goodies de vos rêves. En novembre 2012, Bryan Singer développait le projet de créer une nouvelle série. Et malheureusement, un scénariste n'a pas été trouvé à temps et CBS donc n'a jamais pu accoucher de cette série en fait, et diffuser cette série puisqu'elle a été abandonnée. Par contre, beaucoup plus récemment, en novembre 2017, Jordan Peele, le réalisateur de l'excellent film Get Out, s'est proposé en tant qu'aujourd'hui noble héritier de cette série qui l'a passionné, comme pour beaucoup d'autres. Un projet donc qui va voir le jour au courant 2019 et qui sera donc diffusé sur le streaming CBS All Access et qui, j'espère, pourra après voir le jour dans d'autres pays et en particulier en France. Espérons que cette nouvelle série respecte l'esprit de Rod Serling et pourra être diffusée en particulier sur Netflix puisque, comme l'est actuellement Star Trek Discovery sur CBS All Access, eh bien, cette série finit par voir le jour et on va arriver donc pour Star Trek Discovery à la 2e saison cette année. À la fin de sa série, la 4e dimension, pour laquelle Rod Serling avait spécialement créé sa société de production Cayuga Production, en référence à un lac près de chez lui, il la vendra à CBS pour une petite somme dès lors qu'il a su qu'elle ne serait plus jamais profitable. Après The Twilight Zone, Serling tenta de lancer une série The Looner avec Lloyd Bridges en vedette. Mais malheureusement, celle-ci ne marchera pas et s'arrêtera au bout d'une saison. Il écrira aussi le scénario du film 7 jours en mai, mais surtout, il coécrira le scénario du film de la planète des singes avec Charlton Heston, sorti en 1968. Puis, Serling terminera sa carrière à l'écran en créant et présentant la série The Night Gallery. Voulant retenter l'exploit de la 4e dimension, hélas, CBS ne lui laissera que peu de contrôle sur la série et ce sera surtout des histoires de morts-vivants qui seront mises à l'honneur, ce dont ne voulait pas Serling. Il est à noter que des épisodes de la série Le 6e Sens avec l'acteur Gary Collins en vedette, que nous traiterons dans un futur phase S, seront utilisés en épisodes additionnels de The Night Gallery. En 1973, blessé par les critiques et n'ayant plus de soutien de la part des producteurs, Serling abandonnera cette série et la reniera. Après cela, il publiera des recueils de nouvelles de ses scripts, donnera des conférences dans les universités,
puis en vieillissant, commencera à se détacher de son travail. Rod Serling mourra en juin 1975 sur la table d'opération à cause de problèmes cardiaques. Il n'avait que 50 ans. Paradoxalement, cet homme qui fut l'un des plus primés en récompense pour ses scénarios fut toujours tiraillé par la peur de perdre son inspiration, ce qui lui fera faire des choses absurdes comme par exemple faire la promotion d'une marque de bière lors d'une cérémonie des Emmy Awards, qui fut dévastatrice pour lui et l'image qu'il représentait. Tout comme il faut noter l'ironie que la série qui l'a porté au sommet de la gloire, à savoir la 4e dimension, fut aussi la machine qui le broya par le travail colossal qu'elle représentait au quotidien et la pub qu'il devait faire pour son sponsor qui vendait des cigarettes et qui le tua littéralement. Rod Serling, dont on dit qu'il était si timide qu'il devait ignorer que la caméra tournait lorsqu'il présentait la 4e dimension, a aujourd'hui laissé une série acclamée et reconnue du public. Sa série laissera une trace immense dans le monde de la science-fiction et qui inspirera beaucoup de gens. On peut noter par exemple Au-delà du réel, qui est une suite spirituelle de la 4e dimension, bien que plus basée sur les monstres et scientifiques fous. Restée à ce jour indémodée, la 4e dimension est toujours d'actualité par son génie et par l'analyse de l'humain qu'elle passe au crible. Serling, qui laissait carte blanche à ses scénaristes, vit de nombreux réalisateurs maintenant célèbres intervenir sur la série comme Richard Donner, Superman, Dan Siegel, l'inspecteur Harry, Ted Post, Pandéléo et Court, John Brahms, Douglas Hayes, etc. Il y aura même des réalisateurs français comme Robert Enrico et Jack Turner. Aimé et respecté, son ami Richard Matheson dira de lui qu'il n'y eut pas une ligne dans les épisodes qu'il a écrits pour la 4e dimension qui ne fut pas de lui. Serling, qui fut traumatisé par la guerre, voulait sans cesse dénoncer les travers humains et l'injustice criante de la société humaine. Pour résumer la pensée et on pourrait dire le combat de Rod Serling tout au long de sa vie de scénariste, il y a un épisode qui est assez marquant et qui est formidablement réussi, c'est Les monstres de Maple Street, dont on voit ici au-dessus de moi l'affiche. Un extrait, donc une image extraite de l'épisode. En fait, je prends le papier parce que je voudrais être fidèle à ce que dit Rod Serling à la fin de l'épisode. Car on y trouve l'une des narrations de fin d'épisode les plus explicites sur le fond de sa pensée, car elle illustre, comme je disais, parfaitement ce sur quoi Rod Serling se battait en fait. Il le dit à la fin de l'épisode, il dit « Les outils de la conquête ne viennent pas nécessairement par les bombes, les explosions ou leurs retombées. Il y a des armes qui ne sont que des pensées, des attitudes, des préjugés que l'on ne trouve que dans l'esprit des hommes. Une chose est sûre, les préjugés peuvent tuer. Les soupçons peuvent détruire et la recherche inconsidérée d'un bouc émissaire a des conséquences pour les enfants et les enfants à naître. Le plus triste étant que ces fléaux se propagent par-delà la 4e dimension. Phase S numéro 15 est à présent terminée et nous espérons avoir rendu hommage à Rod Serling avec respect et amour. Sa série, devenue à juste titre culte, est une œuvre majeure de la science-fiction et nous ne pouvons que vous encourager à la découvrir ou à la redécouvrir. Rendez-vous dans 2 mois pour une prochaine émission de Phase S. À bientôt. Here's an item we forgot. You see this? It holds a promise for anyone who smokes. It's Oasis. And as its name implies, it promises you the most refreshing, the softest taste of all. Un grand merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Phase S. Nous nous retrouvons dans un prochain numéro de Phase S. Rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.